retrouve pour ce début d'après-midi avec une nouvelle thématique sur les JDL TV, la protection des matériels contre la perte et le vol. Pour en parler, on a 4 invités avec nous. Joël Frichard, vous êtes du DLR, vous êtes président de la commission location. Olivier Cardosi à vos côtés. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes courtier en assurance à société ACC. Et de l'autre côté, nous avons Romain Mariani. Bonjour. Société Charlie Solutions. Et puis à vos côtés, Xavier Rabourdin de la société Potin. Et vous êtes directeur de l'occasion et de la location. On va commencer avec vous, Joël. Est-ce qu'on peut déjà faire un bilan de la situation en France en matière de vol et de perte? Tout à fait. Donc nous avons depuis un an travaillé avec le PJGN, police judiciaire, de la gendarmerie nationale et également d'ailleurs la DNPJ, la police. Et donc nous avons travaillé avec eux sur ce sujet puisqu'il était vraiment récurrent. Nous avons fait un recensement sur 3 ans, donc des vols et usurpations d'identité auprès de notre profession, pas forcément auprès de l'ensemble des clients finaux, mais auprès de la profession. Et donc ce recensement est en cours de débrief puisque nous avons le 10 octobre un séminaire au PJGN sur le sujet. Bon, je peux néanmoins vous donner quelques chiffres. À l'instant T, c'est plus de 30 millions d'euros de vol de matériel, soit par vol sec, soit par usurpation d'identité, et ça représente plus de 3000 machines de voler. Plutôt petite machine, grosse machine? Alors écoutez, plutôt des machines de BTP. Vraiment, la star, c'est la mini-pelle. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des petits matériels non autoportés, donc des scies à sol, des choses comme ça. Ensuite, on a, c'est épars, on a des chariots télescopiques, on a des groupes électrogènes. Mais vraiment, la star, c'est la mini-pelle. Romain, aujourd'hui, quelle est la solution qui est proposée pour lutter contre le vol et peut-être plus que le vol, mais aussi la perte? Chez Charlie Solutions, on a des capteurs qui fonctionnent en Bluetooth. On peut venir équiper une certaine variété de matériel, puisqu'on peut venir équiper de l'électroportatif, comme des matériels de mesure, des lasers, etc. Mais on peut équiper aussi des gros matériels, comme des matures de grue, des bennes. Voilà. Ces capteurs sont des capteurs ce qu'on appelle actifs. Ils émettent en permanence un signal qui est leur propre identifiant en Bluetooth. Bien sûr, ce n'est pas du GPS. Pourquoi pas du GPS? Parce qu'on serait sur des capteurs comme celui-ci, par exemple, qui seront trop volumineux pour venir mettre ça sur une tronçonneuse, sur une débroussailleuse ou un laser, et trop coûteux aussi. Quand on a des centaines ou des milliers de matériel, venir mettre un capteur GPS qui coûte des dizaines ou des centaines d'euros, quand on a un parc de matériel conséquent, c'est ingérable. Ce petit capteur Bluetooth, là, par contre, ça coûte... Ouais, on est de l'ordre d'une vingtaine, trentaine d'euros. Oui, c'est du raisonnable quand on en a des centaines, des milliers de matériel. Et c'est surtout la durée de vie. On est sur les petits, on est sur 4 ans d'autonomie. Sur les gros, on est de 12 à 13 ans d'autonomie. Le but pour nous, c'est d'avoir un inventaire en temps réel du parc matériel du client. Donc, c'est des capteurs Bluetooth. Bien sûr, pour les détecter, il faut un récepteur, un relais. Donc, soit on a des boîtiers comme ceci, qui, eux, sont géolocalisés et font l'inventaire automatique. De ce qui se passe autour. Voilà, des capteurs. Un périmètre de combien, à peu près? Sur les petits, on peut être à 40-50 mètres. Sur les gros, typiquement, chez Potin, on met ça dans la cabine de grue à 40 mètres et on détecte jusqu'à 150 mètres les capteurs sur le yard. Sur les matures de grue, sur les accessoires de grue, etc. En fait, le but, c'est de venir zoner une zone stratégique dans l'entreprise, là où transite le matériel, donc son dépôt. Ça peut être très bien des camionnettes où je vais stocker mon matériel électroportatif. Ça peut être des bases vies, des containers. Et je veux savoir qui a quoi, sur quel chantier, dans quelle zone. On ne va pas empêcher les vols. Malheureusement, quelqu'un qui vient fracturer une camionnette... Par contre, ça permet de le suivre à un moment donné ou après, il y a une perte du signal. Alors, il y a une perte du signal s'il sort de la zone. Par contre, on a développé une application qui travaille en arrière-plan, ce qui s'appelle Charlie Connect, un peu comme les AirTags, si ça vous parle. Et cette application fonctionne en arrière-plan. Donc sur mon téléphone, c'est anonyme. Le but, c'est pas de tracer la personne, c'est de savoir quand quelqu'un passe à côté d'un matériel. Tous nos clients collaborent pour ce réseau. En fait, c'est communautaire, donc un client A qui passerait à côté d'un capteur du client B va lui renvoyer la position de manière anonyme. Il ne saura même pas qui est passé à côté du capteur. Et le client B ne sait pas que c'est le client A qui est passé à côté de son capteur. Donc ça peut être des concurrents, peu importe finalement. Peu importe, puisqu'ils participent au réseau. Donc c'est sûr que si je prends un Vinci qui a embarqué un matériel d'Eiffage, Eiffage va pouvoir voir que son matériel est au dépôt de Vinci. Donc typiquement, pourquoi mon matériel est là-bas? Ça peut être une erreur, c'est pas ça peut être une erreur, c'est pas forcément un vol, mais c'est voilà, quand on travaille avec plusieurs prestataires, plusieurs entreprises sur un chantier, c'est normal qu'il y ait des échanges. Et souvent, pour revenir sur le vol,
on a l'impression qu'il y a beaucoup de matériel qui sont volés, mais il y a beaucoup d'échanges, d'oublis ou de pertes aussi. Là, on a des retours où 50% de réduction de pertes ou vols. Savoir exactement où il est, quelle équipe là, s'il y a des échanges entre équipes, des oublis sur site, etc. C'est ça qui permet une meilleure gestion en fait. Voilà. Grâce à ce logiciel, c'est en temps réel. C'est ça. Ça permet aussi, en termes de maintenance, peut-être d'aller un peu plus loin et d'avoir un inventaire et de savoir où se trouve le matériel et à quel moment il va falloir aller faire sa maintenance. Exactement. C'est bien de savoir la localisation et qui a quoi comme matériel, mais c'est intéressant aussi de savoir dans quel état sont matériels. C'est-à-dire qu'on a des matériels qui nécessitent des contrôles périodiques, ce qu'on appelle des VGP, et qui nécessitent des révisions régulières. C'est bien d'avoir une alerte qui me dit que mon matériel doit passer en révision, mais où est-ce qu'il est? Le problème chez tous les responsables de matériel, c'est réussir à contrôler le matériel en temps et en heure lorsque j'ai une alerte qui intervient pour contrôler ce matériel. Notre outil permet d'avoir une gestion globale à 360 de son parc matériel, savoir qui a quoi, sur quel chantier, qu'est-ce que j'ai de dispo, etc. Mais aussi dans quel état, si je dois le réviser ou si l'opérateur l'a cassé, peut venir se connecter rapidement au matériel et stipuler que ce matériel a un problème, faire un rapport, prise de photo, et tout le monde est au courant que ce matériel est en rebut ou à réparer. Donc là, après, en termes de capteurs, on est sur ces trois types-là et c'est suffisant. C'est ça. Tout petit matériel. Voilà, tout petit ou du plus gros. Très gros matériel, voilà. engin de chantier. C'est ça. Si j'ai du matériel comme des matures de grue, je ne vais pas venir. Ma mature de grue, elle a une durée de vie qui n'est pas forcément limitée dans le temps. Voilà, 20 ans. Voilà, on peut venir la réparer quand même. Donc le but, c'est d'avoir des capteurs où je ne vais pas repasser tous les ans dessus, changer une pile ou changer de capteur. Donc plus on peut aller loin. Et maintenant, aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des technologies low energy, comme le Bluetooth low energy justement. Et là, on est sur plus de 10 ans d'autonomie, ce qui nous permet d'avoir le temps et d'avoir des alertes de batterie pour pouvoir anticiper le changement. C'est beaucoup 10 ans, vous n'allez pas vendre beaucoup de capteurs. Hein. Si, beaucoup. Voilà. Pas beaucoup, mais ça ne va pas se renouveler. Voilà, plus tard. Mais bon, c'est fiable et c'est robuste. C'est ça, c'est d'avoir la qualité de service. Xavier, vous travaillez pour l'entreprise Potin, vous utilisez la solution Charlie. C'est utile, mais dans quel contexte vous l'utilisez? Alors moi j'ai connu Charlie en 2021. Avec Romain, on a décidé de tester en fait ces capteurs dans la solution grue. Donc une grue à tour. Grue à tour, c'est le monde du Lego. On en met partout, on éparpille, on en met chez les loueurs, chez les levageurs, chez les transporteurs, chez nous. Donc, nous en fait notre enjeu vraiment dans notre métier, c'est de retrouver les éléments. Donc c'est pas le vol, parce qu'en général un élément de 10 mètres de long qui fait 5 tonnes. C'est pas ce qui se vole le plus. C'est plus difficile à balader. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'il est pour pouvoir reconfigurer les chantiers de demain. Donc, je reviens d'un chantier en configuration A, je dois préparer un chantier en configuration B. Entre les deux chantiers, il me faut des éléments complémentaires. Vite, la logistique, le parc, est-ce que j'ai bien ça en stock? Oui, je regarde l'appli, tac, je check. Oui, j'ai bien l'élément A, B, C, donc je vais pouvoir compléter la machine qui m'intéresse. Donc nous, clairement, dans notre parc location en France, on a testé la solution au début. Grosse révolution. Avant, sur une zone géographique? Alors, on a effectivement démarré l'activité à Dry, à Orléans, où on a commencé à implanter la solution avec Romain. Donc d'abord, on s'est dit où est-ce qu'on allait implanter en fait, ces capteurs sur le matériel. Ensuite, on a fait plein de tests très marrants. On a mis le capteur dans la cabine de la grue. Après, on a caché les capteurs dans un seau d'eau. Après, on les a mis dans les tubes. Après, on les a mis sous l'herbe, sous le béton. Enfin, pour être sûr que c'est étanche en tout cas. Hein. C'est très étanche. Ça peut être lavé au Karcher. Okay. Et donc ensuite, on s'assurait. Et alors, ce qui est génial, c'est que nous, notre grue, qui est en fait un espèce de grand radar qui survole en fait toute la zone de stockage. Donc, c'est des centaines d'éléments de grue de Lego. Et maintenant qu'on a en fait toutes nos puces, nos éléments, on scanne en fait en temps réel ce qu'on a en fait sous notre zone. Ça nous rassure beaucoup de savoir où sont nos éléments et ça nous assure énormément de savoir il est rentré tel chantier, il a été abîmé, donc je le mets en quarantaine, donc je le flag en quarantaine à réparer, ça part à l'atelier, donc l'atelier sait ce qu'il a à préparer. Bien sûr. Une fois qu'il est réparé, je le remets dans le stock. Ensuite, après, je peux le réserver. Donc, je peux dire attention, ce chantier-là a besoin de cet élément-là, donc celui-là, on ne le prend pas puisqu'il est déjà réservé, affecté à un futur chantier. Et ensuite, on sait quand il part, parce qu'en fait, s'il est plus chez moi, c'est qu'il est parti sur le chantier. Donc, s'il n'est pas en stock, c'est qu'il est en location. Donc, j'ai un flux financier qui est en phase de la location. C'est une belle révolution en fait, dans le métier. Complet. Qui nous rassure, qui nous aide au quotidien. Et il y a encore plein de choses à faire et on y travaille. Est-ce que ça responsabilise ou sensibilise vos équipes, les collaborateurs? Est-ce qu'ils le savent? Ah bien sûr qu'ils le savent. Et est-ce que du coup, ils sont plus attentifs au matériel? Et je vais vous dire, moi je suis dans la grue depuis 20 ans. Quand vous ne savez pas si l'élément dont vous avez besoin, la brique rouge que vous cherchez, elle est disponible, vous appelez au secours, José va me voir sur le parc, le gars va sur la flotte, il va prendre, il note sur un papier, perte de temps, il renvoie l'appel, oui c'est bon je l'ai, non je ne l'ai pas, donc je ne l'ai pas, il faut que j'en cherche un autre. Enfin, c'est une perte de productivité qui est gigantesque. Le fait que maintenant on sache sans se déplacer ce qu'on a dans les bureaux,
Ça vous permet de planifier en fait l'optimisation, la location du matériel. Donc ça, c'est un super atout. Sur du plus petit matériel, pour d'autres clients en électroportatif, j'imagine que comme ils savent que ça existe, que c'est posé sur le matériel qu'ils utilisent, ils sont peut-être plus vigilants. Parce que quand vous disiez tout à l'heure, ça a baissé au global quand vous mettez en place chez un client 50% perte et vol. C'est ça en fait, ça responsabilise les équipes puisqu'il y a un dispositif et du coup on a un historique. C'est-à-dire que si un matériel disparaît ou il est volé, je vais savoir sa dernière position et à quel endroit il a disparu. Donc en fait, si à chaque fois François dans le mois il perd 3 matériels à chaque fois sur tel chantier, je vais pouvoir moi en tant qu'employeur lui dire François, ça fait 3 matériels par mois, lui taper gentiment sur les doigts pour que J'appelle la police. Voilà. Donc le but, en fait, ça responsabilise les équipes parce que maintenant, il y a une traçabilité, il y a un historique et le matériel ne disparaît plus comme ça où on s'en rend compte 6 mois après. Mince, ça réduit quand même fortement les pertes et vols, gros vols, mais voilà. Sur les outillages, c'est ça. Et notamment, on met ça aussi sur les équipements accessoires de chez SAV aussi. On a une activité de location d'accessoires, donc c'est très diffus. Donc soit on a des très gros morceaux, soit on a des tout petits morceaux. Et donc sur les petits morceaux, on a équipé des petits tags. Et donc, comme ça passe de chantier en chantier ou de client en client, ça nous permet de nous assurer que, ah oui, il est bien là, oui, il est parti chez Vinci, il est revenu chez Eiffage, il est reparti chez Léon Gross. Ça nous permet vraiment de piloter notre activité, alors qu'avant, c'était très compliqué. Il est où, je ne sais plus. Donc voilà, c'est où, il est où, Charlie, et maintenant, on est sauvé. Et puis d'optimiser entre les différentes agences aussi pour savoir ce qui est un peu de dispo et éviter des surinvestissements. C'est aussi l'objectif de pouvoir se passer du matériel plus facilement. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si on a une activité, par exemple, en région parisienne qui est forte, et puis l'activité sur Marseille qui est moins forte en ce moment, on peut se dire, bon, bah ok, j'en ai 20 en trop, je les remonte sur la région, j'optimise mes taux de rotation. Ouais. Optimisation des taux de rotation, donc meilleure rentabilité. Donc, et intérêt également, c'est de pouvoir gérer l'âge des éléments. On sait quand est-ce qu'on les a investis, parce que quand vous mettez un élément à côté d'un autre élément, il n'y a rien qui vous dit je suis plus vieux, je suis plus jeune, etc. Donc, dans l'optimisation de la gestion du parc, on a besoin bien sûr de vendre les plus anciens et de garder les plus récents, en bon père de famille. Donc en fait, avec ça, ça nous aide considérablement à optimiser la gestion de notre parc. Est-ce que ces éléments-là, ces petits tags, ça change quelque chose pour la prime d'assurance, Olivier? J'espère bien, Olivier. Parce que ça fait baisser les primes. Dans les assurances, ne sont pas très ouverts en baisse de primes. C'est dommage. Y compris quand on met de la géolocalisation. C'est rarement la géolocalisation qui fait baisser la prime à la souscription ou à l'installation. En revanche, dans le temps, comme on voit une sinistralité qui va diminuer, du vol qui va diminuer, votre prime va mathématiquement diminuer parce que l'assureur va se calculer sa prime en fonction de votre sinistralité. Et l'assureur peut conditionner sa garantie d'assurance à la mise en place d'une géolocalisation, notamment pour les gros matériels, les grues mobiles, ainsi de suite. Souvent, l'assureur accorde une garantie vol à condition qu'on ait une géolocalisation. Est-ce que la perte, ça s'assure ou que ça ne s'assure pas? Non plus, c'est inassurable. Inassurable. Malheureusement, c'est inassurable parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une cause qui soit accidentelle et la perte n'est pas une cause accidentelle. Donc les assureurs, et puis ça se comprend assez facilement parce qu'on aurait beaucoup de fraude à l'assurance et ça, les assureurs sont assez sensibles. Il y aurait un recyclage naturel du matériel, semble-t-il. C'est ça, mais pas aux frais de l'assureur. Et alors vous, en tant que courtier en assurance, est-ce que vous conseillez d'assurer tous les matériels ou certains matériels? Chaque client va avoir une appétence au risque différent. Certains vont vouloir assurer du plus petit matériel jusqu'au plus gros matériel et d'autres ne veulent assurer que le gros matériel. Ça dépend de leur solidité financière, de leur stratégie. Moi, ce que je conseille, si vous voulez optimiser au mieux votre budget d'assurance, c'est d'assurer le matériel qui va vous coûter cher et sur lequel qui va pénaliser fortement la rentabilité de votre entreprise s'il disparaît. La production, en tout cas. Exactement. Donc, d'assurer plutôt le gros matériel. Tout ce qui est électroportatif, faut oublier, ça ne s'assure pas. C'est plutôt la camionnette qui vont assurer à une hauteur, non? Ouais, exactement, on peut assurer l'électroportatif dans la camionnette, comme de la marchandise transportée. Généralement, on est entre 1 500 et 10 000 euros, on peut monter plus si on a besoin. Mais assurer l'électroportatif en soi-même. Autant utiliser des tags en fait pour pouvoir suivre le matériel. On parlait des grues tout à l'heure. Que couvre le bris de machine sur une grue? Alors, le bris de machine, il va couvrir toutes les causes classiques, l'incendie, le vol, les catastrophes naturelles, mais il va aussi couvrir le bris de la machine suite à une mauvaise utilisation, par exemple. Suivant les contrats, mais normalement un bon contrat bris de machine couvre une mauvaise utilisation du matériel et aussi le bris interne, comme un problème électrique, par exemple, qui va mettre le feu à l'incendie. Et ce qu'on va couvrir comme dommages, on va couvrir aussi bien les dommages au matériel
et aux accessoires, la réparation de la machine, mais également on peut couvrir les dommages immatériels. On est focalisé sur le matériel, mais derrière, il peut y avoir une perte d'exploitation de pouvoir Exactement, utiliser ce quand on est loueur et qu'on a une grue mobile qu'on peut pas louer, qu'on est obligé d'en louer une autre, la perte d'exploitation va couvrir la location de l'autre grue ou va couvrir la perte de revenus liée Donc à la grue. le montant est défini au départ dans le contrat. C'est en fonction du chiffre d'affaires de la... Par contre, si la machine, par exemple, tombe sur un bâtiment, par contre, c'est la RC qui couvre le bâtiment, si j'ai bonne mémoire. Exactement, les dommages qui sont causés par la machine à des tiers, c'est la responsabilité Donc, le bris de machine, civile. c'est la machine, et la responsabilité civile, c'est Ce qui se tout à passe fait. autour. autour de du chantier, ou le bien construit. Ouais. Oui, le bris de machine va vraiment assurer que la machine. Merci pour la précision. Quand on découvre qu'on vient de se faire voler du matériel, quels sont les bons réflexes à avoir? La première chose, c'est de relire son contrat d'assurance, surtout pas porter plainte tout de suite, c'est vraiment l'erreur à pas faire. Moi, je me bagarre avec mes clients parce qu'ils pensent qu'il faut aller tout de suite porter plainte et surtout pas. Il faut déjà relire les conditions d'assurance et les exclusions. Il faut contacter son conseiller en assurance, généralement plutôt son courtier, en lui expliquant les conditions dans lesquelles on s'est fait voler, bien regarder si on s'est fait voler que ça et définir exactement ce qu'on s'est fait voler. Et une fois qu'on a déterminé les circonstances du vol et qu'on a vérifié qu'elles étaient bien couvertes, et on va au commissariat porter plainte ou à la gendarmerie. Le danger, c'est de faire une mauvaise déclaration, de ne pas être précis dans la déclaration, et l'assureur n'hésitera pas un seul instant à s'appuyer sur cette mauvaise déclaration pour prétexter une non prise en charge du sinistre. Et on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que c'est gravé dans le marbre, c'est terminé. Dernier point, sur quoi faut-il être vigilant quand on signe un contrat d'assurance sur son matériel? Je vais vous donner trois tips, comme on dit aujourd'hui. Le premier, c'est de regarder l'activité que vous faites, que l'activité sur le contrat soit clairement définie. Si c'est de la location, il faut que ça soit clairement défini parce que sinon, ça sera une exclusion. La valeur du matériel que vous assurez, la valeur à assurer en bruit de machine, c'est la valeur catalogue. Neuve. Ouais, donc la valeur catalogue, la valeur Le prix tarif. Exactement. Avant remise, avant tout, c'est pas la facture que vous avez payée et c'est encore moins la valeur que vous avez achetée d'occasion. Parce que quand on fait des réparations, on va faire des réparations avec des pièces neuves. Et donc l'assureur se base sur cette valeur-là. Donc il vaut mieux négocier le taux d'assurance plutôt que la valeur du matériel. Et puis les troisième chose, c'est les options que vous allez prendre. Est-ce que vous allez assurer vos accessoires et est-ce que vous allez assurer la perte d'exploitation qu'on a vue tout à l'heure. Joël Fruchard, aujourd'hui vous nous avez parlé d'une collaboration avec la Gendarmerie nationale et la Police nationale. Quels sont là les objectifs vraiment pour que ce soit efficace? Qu'est-ce que vous attendez de cette collaboration? Écoutez, ça fait 1 an que nous y travaillons et donc là, nous avons un séminaire, le premier séminaire le 10 octobre au PJGN où on va lancer officiellement la commission Altovol. Et donc nous avons déjà édité des documents, nous avons signé une convention de partenariat avec la gendarmerie, DLR et gendarmerie nationale. Et il y en a une en cours avec la police nationale, avec le DNPJ. Et donc l'objectif c'est vraiment de travailler, alors sur du préventif, donc également de faire des documents préventifs. Je vais vous citer quelques exemples après. Ça c'est l'objectif majeur. Nous avons déjà édité un document, je vais essayer d'être factuel et clair, sur le dépôt de plainte. On parlait de dépôt de plainte tout à l'heure. Nous, on conseille à nos adhérents d'aller déposer plainte tout de suite. Donc sur un vol de machine, qui est un peu différent d'un élément peut-être de la tour. Ça peut attendre 24 heures. Ah oui, non, mais quand on dit tout de suite, c'est 24 heures, 48 heures. De toute façon, c'est le temps de lire le contrat, en fait, Voilà. et de passer un coup de fil. Le temps de parler avec son courtier, normalement, il doit être disponible. Voilà, donc sous 48 heures, mais par exemple, une des problématiques dans le BTP, c'est lorsque vous allez déposer plainte, généralement, c'est le client utilisateur qui va déposer plainte. Oui. Ça n'est pas le loueur. Donc si le chef de chantier n'a pas le temps, il envoie le premier gars du chantier qui va, puis à la gendarmerie ou à la police, qu'est-ce que vous êtes fait voler? Une mini-pelle, quelle couleur? Rouge, numéro de série, et 9 fois sur 10, il sort le numéro de parc du loueur qui est marqué en grand, et non pas le numéro de série de la machine. Ces données-là sont rentrées dans un fichier qui est commun à la gendarmerie et à la police, qui s'appelle le FOVES, le fichier des objets et véhicules signalés. Et donc il y a des spécificités pour les biens d'équipement. Et donc si un gendarme ou un policier arrête un camion avec un chargement qui lui paraît bizarre, il dit tiens, cette machine-là, je ne la sens pas sur ce camion-là, je vais contrôler. Vérifier le numéro de série. Il vérifie le numéro de série. C'est le numéro de parc qui a été mis, elle n'est pas déclarée volée, c'est mort. Ça passe la machine, elle passe à travers. Ouais. Donc ça, c'est un des exemples. Ça se joue à peu, en fait. Ouais, c'est un des exemples. Cette formation donc, va avoir lieu, là, encore une fois, le 10 octobre, et on espère sincèrement
avoir des actions communes. Cette commission réunira des gens des forces de l'ordre, des loueurs, la Fédération française des assureurs, tout à l'heure, qu'on a réussi à mettre autour de la table, parce qu'on leur a dit quand même que leur prime avait augmenté de 23%. Donc, on espérait qu'à terme, les actions engagées réduiraient les cotisations. Ça n'a pas l'air d'être ce qui est annoncé pour l'année prochaine. Non, mais, non, c'est pas ce qui est annoncé. Si on compare avec les loueurs de voitures, Ils sont de meilleurs élèves. Là, on a un vrai travail de fond à faire au niveau de notre métier. Je vais vous parler de 2024, uniquement 2024. 35 loueurs qui ont déclaré des vols de machines sur 2024, vols et usurpation d'identité. Donc, on est à 7,5 millions de chiffre d'affaires, enfin de machines volées. Et un seul loueur de voiture sur la même période, 8 millions. Donc il y a un vrai travail de fond à faire. Il faut vraiment prendre de la maturité dans la profession si on veut avancer. Si on veut faire bouger les forces de l'ordre, faire bouger la chancellerie, les procureurs, il faut qu'on ait des statistiques qui tiennent la route. Ça va être tout l'enjeu de cette commission. du mois du 10 octobre. En Voilà. tout cas. Merci à tous les quatre.